Academ a le plaisir de recevoir aujourd'hui Joseph Dadoun. Il est vidéaste, il est photographe, il est peintre, il fait des installations. Il est franco-israélien, il est né à Nice, il a vécu son enfance à Ofakim, dans le Negev, Ofakim qui signifie horizon au pluriel. Nous allons savoir beaucoup plus sur Joseph Dadoun et surtout ce qui l'a amené à filmer Ronit Elkabetz. Bonjour Joseph Dadoun. Bonjour. Alors racontez-nous cette naissance à Nice au milieu des années 70 et puis ce départ pour Ofakim. Pourquoi Ofakim? Alors on n'a pas décidé. On n'a pas décidé. C'est papa, moi et maman, ma mère. ouais. Ma mère a décidé à un moment donné d'immigrer en Israël et les autorités d'immigration nous ont installés momentanément à Ashkelon. Et ensuite, ils nous ont transférés à Ofakim, une ville ouvrière qui a périclité dans les années 80. Et on s'est retrouvés dans des caravanes au bord du cimetière et au bord du désert avec des immigrants Falashmoura, éthiopiens. Donc on a vécu pendant 1 an dans ces caravanes. Et on était au pied d'HLM, de quelques HLM sur pilotis au milieu du désert. Et ma mère disait, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qu'on fait là? Il n'y a pas de culture, il n'y a rien. Et elle avait rencontré une dame au 4e étage de cet HLM qui était quelque part pour nous la station culturelle où on pouvait boire le thé, le café. Et il s'est avéré que donc elle avait tous les meubles et les porcelaines lesquels elle nous servait. Et c'était à Ofakim, c'était l'infirmière de Brejnev. Et elle avait eu le droit d'avoir un cadre de Russie avec tous ses meubles. Ouais, un cadre, voilà, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un conteneur. Un conteneur, voilà. Ouais, ouais. Voilà. Donc ça a commencé comme ça. C'était en quelle année? Ça, c'était en 81. Ah, vous aviez 6 ans? Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc j'ai grandi avec des Falashmoura, des Éthiopiens qui étaient arrivés là. J'ai mangé des injera, qui est une sorte de galette molle à base de manioc. Et voilà, c'était ça notre existence. Mais qu'est-ce qui vous a amené de Ofakim à l'art? Alors l'art, pour moi, ça a été ma bouée de sauvetage. Alors j'ai étudié à Tifrach, un moshav juste à côté. J'ai étudié dans un Mosdot Satmar, c'était chez les chassidim de Satmar, pour les séfarades. Vous entendez bien, c'était très atypique comme institution. Et l'art a été pour moi ma bouée de sauvetage. Qui vous a enseigné? J'ai été tout seul. J'ai été tout de suite attiré par l'art. Alors quand on venait à Nice, comme ça pour des périodes très très courtes, j'allais à la Villa Arson, qui est une école d'art, mais qui est aussi un centre d'art. Et à l'époque, j'ai rencontré Martin Kippenberger, Albert Oehlen, Christopher Bull, tous les artistes importants allemands et américains. Et à l'époque, c'était vraiment des expos atypiques, puisqu'aujourd'hui, ce sont des artistes qui sont inscrits dans l'histoire de l'art. Mais à l'époque, c'était encore un peu tôt. Et j'avais ce choc. À chaque fois que j'allais voir ces expos, il y avait des murs blancs de partout, avec des œuvres. Et je me disais, mais ça, c'est des œuvres d'art occidental. C'est pas mon univers. Et en même temps, je me sens attiré par cet univers. Et quand on revenait à Ofakim, moi, j'ai évolué dans une culture où il y avait déjà un melting pot entre les Bédouins et les Juifs russes, Éthiopiens, Yéménites, Iraniens, Syriens, de toutes les diasporas du monde arabe. Le vendredi soir, il y avait la projection il y avait dans les télés les films égyptiens. Le film égyptien, au Libanais. Ouais. Voilà, exactement, vous voyez, voilà. Ouais. Donc, c'était une culture, puis à Beersheva, c'était, C'était à la télé israélienne, il faut le préciser. Ah, c'était à la télé israélienne. À la télé israélienne, Israël s'arrêtait pour regarder le film arabe du vendredi après-midi. Voilà. C'était quand même quelque chose. Voilà, donc j'ai grandi dans ce melting pot et dans cette culture déjà installée, mise en place,
d'une culture du Levant. Voilà, je dirais du Levant. Il y a eu le processus de paix avec Rabin. Ouais. Il y a eu les sacs imprimés avec les Palestiniens à Gaza qui avaient amené des roses. C'était un moment unique. Et après ça, on a eu enfin des autoroutes. Il n'y avait pas d'autoroute avant le processus de paix. Le processus de paix a amené une manne à Israël, une expansion économique. Donc, on a eu le droit aux autoroutes. Et donc, je prenais 3 bus pour aller à Tel Aviv. Donc, un bus d'Ofakim à Beersheva, avec le bus des ouvriers à 5 h du matin. Ensuite, je prenais le bus de Beersheva à Tel Aviv. Le bus, il n'y avait pas encore la clim. Hein. C'était vraiment, il faisait chaud avec la transpiration. C'était, voilà, c'était... Ouais. Et vous arriviez à la Tahana Merkazit, à la station centrale de bus. À la station centrale de bus, mais tout la vieille. La vie avec voilà, je vous raconte pas avec tout ça. Et ensuite, je prenais un autre bus pour aller au musée de Tel Aviv et aller voir les galeries. Et là, je disais, waouh, c'est extraordinaire. Et je me suis dit, mais pourquoi c'est extraordinaire? Et j'ai réalisé pourquoi. C'est parce qu'il y avait la clim. Et que nous, on n'avait pas la clim dans le désert. Donc j'ai trouvé que l'art, c'était extraordinaire, il y avait la clim. Alors, bon, c'est une façon plaisante de le dire, mais qu'est-ce qui vous a amené à devenir vidéaste, photographe, peintre? Alors, au début, j'ai commencé par être peintre. Mais j'étais un mauvais peintre. Et j'ai compris à un moment donné que j'avais une réalité complexe. J'avais premièrement une double identité. J'étais israélien et j'étais français. Parce que j'ai non seulement français, mais celte. Voilà. Parce que votre père est d'origine bretonne, semble-t-il. Voilà. Donc il y a toute cette complexité, cette richesse culturelle dont je suis issu. La culture française, la culture israélienne, ça c'est une chose. Ensuite, il y avait autre chose. Ma mère est née en Algérie. Elle a vécu une rupture en venant en France. Et de la France, elle arrive en Israël. La pauvre, elle pensait arriver dans un rêve. Mais là, elle arrive le pays où coule le lait, le miel. Mais là, il y avait beaucoup de sable. Il y avait beaucoup de sable, c'est le désert. Donc, j'ai compris que j'avais une réalité complexe et que la peinture ne suffirait pas à exprimer cette complexité culturelle. Je voulais parler de la périphérie. C'était important pour moi. Je voulais parler de la richesse et d'une culture qui... Je parle un peu d'un futur utopique, mais qui n'est pas encore en place. Mais peut-être un jour sera-t-il en place, point d'interrogation. C'est là où Israël, comme beaucoup d'Israéliens ont ce ressenti comme moi, on fait déjà partie du Levant. On est déjà en place dans le Levant et on a déjà une culture hybride israélienne et arabe. Et donc dans ce contexte-là, je me suis dit, mais c'est la vidéo. Parce que je vais filmer les paysages, je vais montrer les lieux, je vais montrer le landscape, voilà, c'est le paysage. Et ça permettra de, voilà, là je pourrais dire des choses. Et alors vous avez filmé, mais vous tournez beaucoup autour de ce terme de Sion. Oui. Et c'est là-dessus que je vais vous amener, puisqu'on va parler quand même de Ronit Elkabetz, qui a eu une place importante dans votre création, aux alentours de 2006, puisqu'elle l'a posé pour vous, pour vos photographies, et elle a joué, en fait, dans 2 de vos films, qui sont importants pour cette émission, c'est Sion, et c'est tout ce qu'il y a autour de cette exposition qui s'appelle Incarnation. Encore une fois, il y a le jeu de mots sur Sion, mais vous en avez fait d'autres dans votre carrière, puisque vous avez fait aussi une exposition autour du mot Sillon, S-I-2-L-O-N. Bon, pour les francophones, effectivement, ça dit tout de suite quelque chose. Expliquez-moi votre rencontre avec Ronit Elkabetz. Alors, Ronit, un jour, moi je la connaissais pas, et un jour, chez des amis, je vois à la télé Ronit, et elle recevait un prix important du cinéma israélien, je pense que c'était Prasé Ophir. Et puis je vois ce visage, et je me suis dit, ah mais on se connaît déjà d'autres vies, depuis d'autres existences. On s'est rencontrés dans le cosmos, on se connaît déjà.
Avec ce regard extraordinaire. Ce regard extraordinaire. Alors Ronit, elle était atypique dans le monde du cinéma israélien. Elle était mannequin. Elle était séfarade déjà. Séfarade, donc, et puis elle était toujours habillée en Margiela, elle était toujours habillée comme ça, très très belle, avec un maquillage. Et ça, c'était atypique pour le cinéma israélien déjà à l'époque. Les actrices israéliennes, à part une, Hana Rubina, qui est unique dans l'histoire, et je dirais aussi Rachel, dans l'histoire du théâtre français. Et c'est à partir de ces figures-là que je me suis inspiré. Mais Hana Rubina, elle était d'origine russe Oui, oui, mais elle a toutes ces expressions que j'aime, que je retrouve dans le cinéma d'Eisenstein. Et bon, j'aime beaucoup le cinéma de Parajanov et le cinéma de Tarkovsky. Voilà, le temps scellé, le temps, la périphérie qu'on retrouve chez Tarkovsky, le magique, le dibouk, la possession, la folie. Et ces œuvres-là sont des lamentations. Et Ronit Elkabetz a parfaitement incarné cela. Alors Ronit, donc j'ai contacté son agent, Perry Caffrey, qui la pauvre entre-temps est décédée aussi, qui était une dame extraordinaire. Et elle me dit, si vous voulez, vous allez à Paris la rencontrer. Donc Ronit a fait le chemin inverse. Les acteurs et les actrices israéliens, ou les artistes, vont tous en Amérique. C'est le rêve américain. Ronit n'a pas fait ce chemin. Elle est venue à Paris. Elle aimait Paris. Et moi et Ronit et Shlomi, on vient du même milieu. Son frère. Son frère, qui est un génie du cinéma. On venait du même lieu, on venait de ces HLM de Be'er-Sheva, d'Ofakim, sur Piloti, voilà. Mais eux aussi parlaient français à la maison. Donc il y a cette connexion chez eux marocaine, des juifs marocains qui parlaient le français. Et donc je vais à Paris, je la retrouve, je lui offre une rose rouge, et elle me dit, mais montre-moi ton travail, je lui montre mes œuvres, et elle appelle son frère, et son frère lui dit, bah oui, j'ai le carton d'invitation de son expo justement sur mon frigidaire. Donc il y a eu tout de suite un lien. Et là j'ai dit à Ronit, écoute, moi j'ai pas de budget pour une caravane, j'ai pas de... une loge en loge, j'ai pas, ça va être quand même, je vais te demander de faire des choses dures. Et elle a été jusqu'au bout avec moi. Et c'est unique. Elle a commencé son chemin chez Ariane Mouchkine. Donc elle avait une expérience du théâtre. Mais Ariane Mouchkine lui a transmis des secrets, elle y a transmis des intensités, elle y a transmis des choses très spécifiques. Et Ronit, elle a entendu tout ça. Vous voulez dire que c'était des magiciennes? Voilà, c'est des magiciennes. C'est des magiciennes. Des magiciennes qui aiment les hommes. Et Ronit Elkabetz, déjà à l'époque, c'était pas une petite actrice, puisqu'elle avait déjà reçu le prix Ophir du cinéma israélien. Et puis vous lui faites jouer des trucs, mais quand même invraisemblables. Elle est dans votre film et dans vos photographies, elle est gorgone, elle est mère, elle est une femme très très méchante, elle est dibouk, elle est tout. Pourquoi c'est... Quelle est votre image de la femme que vous avez projetée sur Ronit et que Ronit a pris vraiment à bras le corps, puisqu'elle les incarne? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a déjà Marianne, elle incarne Marianne, elle incarne la Révolution, puisqu'elle porte un drapeau noir de l'anarchisme dans le Louvre. Elle incarne... Oui, je n'ai pas précisé que les films ont été tournés par autorisation vraiment exceptionnelle au sein du musée du Louvre à Paris. Et elle incarne aussi toutes ces femmes que j'ai connues dans le désert, ces femmes qui se maquillaient, qui renonçaient pas à leur beauté, à leur esthétique, tout en étant dans ce monde de poussière, dans cette périphérie. Elle incarne aussi ma mère, avec ses multiples exils, et elle incarne surtout les lamentations. Donc elle incarne, si vous voulez, cette souffrance, ce isheket, ce manque... L'intranquillité. L'intranquillité, voilà. C'est l'intranquillité qu'elle incarne. Elle commence dans le désert. On est dans l'art éphémère. On est dans... Alors moi j'aimais beaucoup aussi, j'aime beaucoup l'univers de Jodorowsky,
les midnight movies, les gens allaient à New York voir ces films à minuit. C'est pas comme aujourd'hui, on a l'internet, tout ça, les téléphones, donc on occupe notre temps avec tout ça. À l'époque, les gens allaient au cinéma et ils voyaient ces films de minuit parce qu'au cinéma, ben, on mettait les films normaux, entre guillemets, vendeurs, on les mettait la journée. Et puis, la nuit, Jodorowsky. Et puis la nuit, on mettait arrêt et essai. Voilà. Donc, mais c'est des œuvres très puissantes. C'est des œuvres pour moi, les œuvres de Jodorowsky, de Tarkovsky, tout ça, ça passera le temps. Voilà, c'est des méta-œuvres. Et moi, je voyais ça comme ça pour ces œuvres-là. Et elle atterrit au Louvre. Elle arrive au Louvre pieds nus, sans prétention. Elle vient du désert. Elle ne peut pas venir avec des loups-boutins de l'Orient. Elle vient de Jérusalem, hein, tout compte fait. Hein. C'est un petit bled. Mais justement, c'est cette place-là qui occupe le monde aujourd'hui. C'est-à-dire, on est toujours dans un monde spirituel d'une part, et on est au Louvre, le lieu qui était un château privé, qui appartenait au roi de France. Et la Révolution française a ouvert tout pour l'humanité entière. Elle a ouvert l'art contemporain, l'art moderne, la liberté. Tout ça a permis que tous ces siècles après, tous les artistes qui arrivent après la Révolution française. C'est là la clé. Et en même temps, ce musée qui est public va dicter l'histoire du Proche-Orient. Parce qu'il y a un vide historique au Louvre au sujet de l'histoire de Jérusalem. Et donc, de cette femme pieds nus arrivant de l'Orient en noir, la veuve, et c'est une veuve, une pleureuse, au fur et à mesure, elle intègre des habits d'apparat sous le toit de l'Occident. Voilà. Quel parcours! Et alors, quel a été l'apport de Ronit Elkabetz? Est-ce qu'elle a participé à l'élaboration de votre film? Est-ce qu'elle vous a donné quelques idées? Qu'a-t-elle donné d'elle-même, à part son jeu extraordinaire? Alors, moi, j'ai écrit tout le scénario. C'était un scénario illustré. Et on n'avait pas besoin de se parler. C'était en elle. Vous voyez, c'est une rencontre. C'était en elle et en moi. Tout est là. Elle savait ce que c'était la souffrance. Elle savait ce que c'était la volonté d'être une femme libre, émancipée. Et quand elle était dans les moments, elle était dedans. Elle était là-bas. Ça, c'est le caractère des grandes actrices. Et acteurs, c'est qu'au moment où ils sont dedans, ils sont dedans. Vous savez, Ronit Elkabetz, c'est une grande actrice qui joue dans des films israéliens, qui au début, le cinéma israélien n'était pas un cinéma riche. Donc le plan caméra, quand il est devant les acteurs, par exemple dans le film Les 7 jours, son deuxième film de la trilogie, ou Prendre femme, vous remarquerez que le jeu d'acteur est permanent. Donc il n'y a pas des coupures souvent, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas des budgets pour les pellicules. Donc le jeu d'acteur est très pertinent et on peut voir des scènes qui durent une demi-minute, une minute de longueur dans un plan. Toujours ça se passe dans des appartements. D'où sa qualité d'actrice. C'est une actrice qui donnait tout et c'était voilà, c'était plein. Tout était condensé, tout était... Et on avait des conversations métaphysiques et spirituelles. Elle avait tout. Elle avait tout. Elle avait ici, elle avait en bas, elle connaissait très bien ce monde. Vous imaginez bien de venir de Beersheva et de se retrouver ensuite dans tous les cinémas parisiens et avec tous les posters dans Paris et avoir les plus grands articles dans les magazines de Los Angeles quand elle fait la scène de Khatuna Meucheret, mariage tardif. Cette scène incroyable de nu à Los Angeles dans les magazines d'Hollywood, tout le monde en parlait. Voilà, c'est une personne, c'est une grande artiste qui avait elle-même, elle savait qu'elle avait une destinée. Je pense que Ronit Elkabetz avait une destinée unique. Elle aurait pu être peut-être, je ne sais pas, chef d'État, ou elle aurait pu être autre chose. Elle avait une intensité. Elle savait qu'elle avait un destin et elle travaillait énormément. Elle n'arrêtait pas. Destin fauché, malheureusement. Malheureusement. Ouais. Tragique. Ouais. En tout cas, vous avez continué votre carrière, votre parcours, reconnu en Israël et en France,
puisque la France vous a nommé chevalier des arts et lettres quand même. Vous êtes reconnu ici, vous avez exposé dans énormément de lieux, et vous avez des œuvres à vous qui sont dans différents musées en Israël et en France aussi. Vous êtes au Pompidou, vous êtes, vos films font partie du fonds maintenant du Louvre. Joseph Dadoun aujourd'hui, il fait quoi, Joseph Dadoun aujourd'hui? Là, j'ai 3 expositions actuellement. Là, il y a un vernissage à Paris le 21 dans un espace qui s'appelle Mémoire d'avenir, d'une exposition autour des artistes israéliens avec un lien avec la culture marocaine, avec le monde arabe. Je participe à une autre exposition en février aux Émirats, une première exposition sur justement les artistes israéliens qui ont cette double culture judéo-arabe, parce que l'histoire du monde juif avec l'Occident et avec le monde arabe est une histoire en continu, de dialogue, d'échanges, parfois houleux, parfois sereins, mais il y a beaucoup de choses fascinantes, intéressantes qui se passent. Vous avez été exposé aussi à la galerie Le Minotaure, rue des Beaux-Arts à Paris, la merveilleuse petite galerie de Benoît Sapiro. Donc une exposition en coordination aussi avec la galerie Alain Le Gaillard sur Sion et sur les photographies que vous avez faites de Ronnie Telkabetz, et à l'avenir donc encore une 3e exposition. Vous allez nous dire où ça va se passer? Alors l'expo chez Alain Le Gaillard est prolongée jusqu'à fin janvier. Voilà, j'invite tous ceux et celles qui n'ont pas eu encore l'occasion de passer voir ces moments-là. Et en 2024, il y aura une exposition personnelle de mon travail au musée d'art et d'histoire du judaïsme. À Paris. Donc à Paris, voilà. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À très bientôt.